Donc, on va passer chacune des étapes ensemble, que ça soit SCHL standard, le programme APH Select 50 points, le 70 et le 100 points. Puis on va parler des variations, qu'est-ce qui cause les variations au niveau du financement supplémentaire et puis les points spécifiques à faire attention. Bonjour tout le monde, Étienne Racicot, courtier hypothécaire associé chez PMML. Aujourd'hui, on va faire un survol complet d'une analyse de financement d'un projet type, un 24 logements. Donc, suivez-moi pour faire le tour ensemble. Donc, la première étape, on part toujours en réalité du revenu brut. Donc, dans ce cas-ci, on a un immeuble de 24 logements. On a un revenu moyen de 1 384 $ par unité. On avait 32 stationnements disponibles à l'extérieur de l'immeuble pour cet immeuble-là, dont 24 étaient inclus dans les loyers. On avait 8 stationnements excédentaires auxquels on pouvait appliquer un revenu supplémentaire de 40 $ par stationnement, et puis 24 lockers, donc 24 espaces de rangement, qui nous permettaient de venir générer un revenu de 25 $ mensuel par locker, qui venait établir notre revenu brut d'opération à 409 560 $ annuel. À ça, pour arriver au revenu brut effectif, on est venu appliquer un taux d'inoccupation de 10 % au niveau des revenus de stationnement et de locker, étant donné que c'est pas garanti que 100% des locataires de l'immeuble vont vouloir bénéficier d'un locker ou d'un stationnement supplémentaire. Donc, afin de rester plus conservateur dans notre approche, on applique un taux d'inoccupation de 10 % et puis même pour certains secteurs, le prêteur ou même l'assureur prêt va venir appliquer un taux d'inoccupation de 20 % dans certains cas. Par la suite, au niveau des revenus locatifs de base de chacune des unités, on applique un taux d'inoccupation de 3 %. Donc, ce qui vient nous amener à notre revenu brut effectif à 396 540 sous. À partir du revenu brut effectif, on tombe finalement dans nos dépenses. Donc, on vient appliquer les dépenses de taxes municipales, nos taxes scolaires, les assurances de l'immeuble, l'électricité pour ce qui est des aires communes. Dans ce cas-ci, l'immeuble est muni d'un ascenseur. Donc, on a une dépense normalisée de 300 $ par mois pour l'entretien de l'ascenseur. Donc, on a une dépense annuelle de 3 600 $ pour l'ascenseur. Par la suite, on a les dépenses des salaires à 365 $ par unité pour un total de 8 760. On a nos dépenses des entretiens à 610 par unité, 5 % de frais de gestion. Et puis, étant donné que l'immeuble est muni de 24 thermopompes, une par unité, on a une dépense de 190 $ par thermopompe qui est appliquée pour une dépense totale annuelle de 108 822 $. Je tiens à faire des précisions au niveau des dépenses normalisées, que ce soit au niveau des salaires et de la gestion. Pour les immeubles de 12 logements et plus, la dépense pour les salaires est de 365 $. Pour les immeubles en dessous de 12 logements, on aurait été à 215 $ ici. Et puis, au niveau de la gestion en dessous de 12 logements, on aurait été à 4,25 % du revenu brut effectif. Donc, dans le cas où est-ce que, exemple, vous avez 3-8 logements, et puis que vous vous dites, je veux sauver du temps, je vais financer mes 3-8 logements qui sont jumelés ensemble comme un 24, faites attention, vous pouvez pénaliser votre financement pour ce genre de stratégie-là. C'est à bien y penser. De notre revenu brut effectif qu'on avait initialement établi à 396 500 $, on vient appliquer notre dépense de 108 822 $ qui vient obtenir notre revenu net d'opération qui est à 287 678 et 60
cents. Pour la prochaine étape, on tombe maintenant dans l'analyse de financement. Donc, on va passer chacune des étapes ensemble, que ce soit SCHL standard, le programme APH Select 50 points, le 70 et le 100 points. Puis on va parler des variations, qu'est-ce qui cause les variations au niveau du financement supplémentaire et puis les points spécifiques à faire attention. En commençant avec le programme SCHL standard. Donc le programme SCHL standard, on vient tout d'abord se baser sur notre revenu net d'opération qui a été établi après nos dépenses. Et puis, on vient appliquer le fameux ratio de couverture de dette. Donc, le ratio de couverture de dette permis pour un immeuble au-dessus de 7 logements est de 1,30 % pour un financement assuré SCHL via le programme SCHL standard. Donc, à partir de notre revenu net, on applique notre ratio de couverture de dette à 1,30. Par la suite, ça vient établir mon montant que je peux utiliser en paiement hypothécaire, qui est 121 291 $, et puis qui vient établir également mon flux de trésorerie, donc mon cash flow, qui est de 66 387 $. À ça, une fois que mon montant que je peux utiliser en paiement hypothécaire est établi, je viens établir mon amortissement. La SCHL permet un amortissement allant jusqu'à 40 ans dans le cas d'un financement SCHL standard. À faire attention, le scénario qu'on parle aujourd'hui, c'est une construction neuve, c'est un 24 logements. Dans le cas d'un immeuble qui date de plusieurs années, pour aller jusqu'à 40 ans d'amortissement, votre rapport d'évaluation va devoir démontrer une durée de vie économique restante d'un minimum de 40 ans pour pouvoir avoir un amortissement de 40 ans. Donc, c'est des points spécifiques à faire attention parce que ce n'est pas garanti que vous pouvez obtenir votre 40 ans d'amortissement via les différents programmes. Donc, 40 ans d'amortissement pour ce cas-ci, 3,5 % de taux de qualification, ça vient établir mon montant de financement que l'immeuble est capable de couvrir, basé toujours sur les revenus nets et le ratio de couverture de dette à 1,3. Donc, par la suite, on a établi notre montant de financement qui est à 4 778 000. Ça, c'est excellent. Puis on le sait que la SCHL ou même le créancier va permettre un ratio prêt-valeur maximum. Donc, on a un barème à respecter. Ce barème-là, dans le cas d'un financement SCHL standard, c'est 85 % ratio prêt-valeur. Donc, mon 4 778 000 équivaut à 85 % de ma valeur économique de financement. Donc, on peut voir plus bas dans le tableau ici, j'ai mes ratios sur les bases de financement, ou même on le voit mieux ici. Donc, j'ai mon prêt potentiel qui est à 4 778 000 et puis on établit à 85 % ratio prêt-valeur. Ça veut dire que la valeur économique de mon immeuble sur mes barèmes de financement est de 5 622 000. Ce que ça représente, ça, c'est que on va permettre jusqu'à 85 % ratio prêt-valeur. Mais ce qui est à faire attention, c'est que mon 85 % ratio prêt-valeur va être établi sur la moindre des trois valeurs. Donc, soit ma valeur économique de financement, soit mon prix d'acquisition ou de construction, ou soit ma valeur établie dans mon rapport d'évaluation. Donc ici, on voit les comparatifs entre le ratio de financement, le ratio sur le prix payé, et puis le ratio sur ma valeur d'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, mon prix payé est de 6 595 000. Dans le cas où est-ce qu'on a le rapport d'évaluation, ici, on a 6 725 000. Je demeure en dessous, ma valeur économique demeure en dessous de mon prix payé et demeure en dessous de ma valeur au rapport d'évaluation qui me permet d'aller chercher mon maximum que l'immeuble est capable de couvrir. Donc, dans ce cas-ci, tout est bon. On est à 72,5 % ratio prêt-valeur via le programme SCHL standard. Et puis, on a 27,5 % de mise de fonds à mettre sur notre prix payé de 6
595 000. On tombe au programme APH Select. Programme APH Select, on va commencer avec le premier palier, qui est l'APH Select 50 points. L'APH Select nous permet d'utiliser un ratio de couverture de dette de 1,1. Donc, si on revient un petit peu plus tôt, ici à 1,30, ça me permettait d'utiliser 221 000 en paiement hypothécaire sur un amortissement de 40 ans, 3,5, ce qui établit la dette possible que je peux appliquer basée sur mon revenu net. Je reviens, j'ai le même revenu net, le même amortissement, le même taux d'intérêt. Et puis, à partir de là, j'applique un ratio de couverture de dette à mon revenu net de 1,1 à la place de 1,30, ce qui me permet d'utiliser 261 000 en paiement hypothécaire. La différence que ça vient créer en financement supplémentaire avec le ratio de couverture de dette, c'est plus de 800 000 supplémentaires en financement, seulement en venant qualifier avec un ratio de couverture de dette plus bas. Le point à faire attention ici, c'est que le cash flow, donc notre flux de trésorerie, au final, tombe à 26 000 annuels à la place d'être à 66 000 annuels. Mais nous permet quand même d'avoir un financement supplémentaire de plus de 800 000. Donc, c'est ça qui est à établir également. Est-ce que vous préférez mettre plus de mise de fonds, avoir un meilleur cash flow, ou mettre moins de mise de fonds et avoir un cash flow plus limité? Donc, ce programme-là permet d'avoir un cash flow plus limité, mais par contre, aller chercher un montant de financement plus élevé. Ici, la différence de financement de 800 000 entre le financement SCHL standard et le financement APH Select 50 points, ce qui vient créer cette variation-là, c'est vraiment le ratio de couverture de dette. Donc, la portion qui est applicable au paiement hypothécaire annuel qui vient faire la variation du montant de financement, étant donné qu'on a utilisé le même amortissement, le même taux d'intérêt. Maintenant, on tombe au programme APH Select 70 points. On parle d'un vrai scénario dans ce cas-ci. Le client a un immeuble avec ascenseur, 100% des unités sont visitables et plusieurs unités accessibles, qui a permis au client de qualifier au programme APH Select 70 points. Au final, on a qualifié un 50 points avec l'efficacité énergétique et puis on a qualifié un 20 points supplémentaire pour atteindre notre 70 points avec l'accessibilité au niveau des logements. Donc, ici, on a toujours notre ratio de couverture de dette à 1,1, le même revenu net d'opération, on parle du même dossier. La seule différence, c'est le 45 ans d'amortissement. Donc, on a encore ici, on va revenir à la page d'en arrière. Si vous regardez ici, l'APH Select 50 points, la portion que je peux utiliser en paiement hypothécaire est de 261 526. On retourne à la page suivante. C'est toujours 261 526. La seule chose qui change est mon amortissement, qui est appliqué à 45 ans, et mon taux d'intérêt qui est toujours le même, à 3,5 % d'intérêt. On a une différence ici de 250 000 grosso modo environ de financement supplémentaire, ce qui permet au client de mettre une mise de fonds de 9,8 % à la place de approximativement 15 % qui était 14 et des centimes, et qui vient réduire sa mise de fonds, donc qui permet d'injecter moins de liquidité dans son projet et livrer un projet accessible et de bonne efficacité énergétique pour loger des gens dans le secteur. Si jamais le client avait opté pour une option avec de l'abordabilité dans son immeuble, on aurait réussi à atteindre le 100 points. Donc, au niveau du 100 points, on aurait eu un engagement de 10 % des unités abordables dans le cas qu'on voulait récupérer un 50 points en abordabilité, donc 10 % des unités en abordabilité pour un immeuble neuf. Dans le cas d'un immeuble existant, on aurait été à 40 % des unités abordables pour atteindre un 50 points de base.
Et puis, par la suite, il aurait pu joindre son 50 points supplémentaires avec le 50 points qu'il avait obtenu via l'efficacité énergétique, qui est basée sur 40 % au-dessus du Code national d'énergie du bâtiment. Et dans le cas d'un immeuble existant, on a été à 40 % au-dessus de l'efficacité énergétique actuelle de l'immeuble. Donc, dans ce cas-ci, on est sur une construction neuve. Donc, on aurait mis 10 % des unités abordables, on était qualifié avec l'efficacité énergétique, on aurait pu atteindre le 100 points. Encore une fois, le même revenu net d'opération, 1,1 de ratio de couverture de dette, la même portion qui est applicable au paiement hypothécaire annuel, un 50 ans d'amortissement appliqué de ce côté-là, 3,5 % d'intérêt. Ça nous aurait donné un financement potentiel de 6 198 620 $, ce qui nous aurait permis de mettre seulement 6 % de mise de fonds. Donc, la légende est vraie. Est-ce que c'est vrai qu'on peut financer jusqu'à 95 % nos immeubles? Eh bien, c'est vrai parce que ce dossier-là est un cas réel. Dans le cas que le client aurait voulu s'engager pour un 10 % d'unités abordables dans sa construction neuve, on aurait pu atteindre le 94 %. Donc, on y était presque. Qui aurait fait une mise de fonds minime de 397 000 $ pour un 24 logements flambant neuf. Donc, on s'entend, c'est excellent. Le produit est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que il faut faire attention parce que 50 ans d'amortissement, vous étalez votre intérêt, votre dette sur 50 ans. On s'entend qu'à un certain point, il n'y a pas beaucoup de capitalisation qui se fait sur le remboursement de votre dette. Donc, je recommande vraiment pas de faire un portefeuille immobilier au complet sur un 50 ans d'amortissement, mais de venir diversifier votre portefeuille immobilier, d'en faire un dans le cas que la liquidité vous manque pour une croissance au niveau de votre portefeuille. Ça peut être intéressant de considérer, ou bien même que vous avez un meilleur rendement avec votre liquidité dans d'autres actifs. C'est intéressant d'avoir une dette plus élevée et d'avoir un meilleur rendement avec votre cash dans d'autres projets. Donc, pour finir, si jamais vous avez un projet que vous voulez analyser en ce moment, que ce soit un projet de construction, d'acquisition, de refinancement, vous pouvez me contacter. Mon nom, c'est Étienne Racicot. Je suis courtier hypothécaire chez PMML. Je suis associé également à PMML. Vous pouvez me contacter au 514-907-2283 ou directement par courriel au etienne.racicot@pmml.ca. Au plaisir de discuter de vos projets avec vous, puis vous présenter des analyses de financement encore plus détaillées de ce qu'on vient de voir afin que vous ayez la vue globale sur exactement c'est quoi vos possibilités de financement. À bientôt.